Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Temps de Coquille. EDEM TV officielle, une machine de production comme nous l'avons toujours dit. Continuez toujours à vous abonner massivement et partager nos liens. Oui, appuyez là où c'est écrit abonner. Appuyez également la cloche pour recevoir les notifications de nos publications. Chers Congolais, l'actualité reste dominée toujours par le blocage au niveau de la Cinco, ou au niveau des confessions religieuses, en ce qui concerne la désignation du président de la centrale électorale dans notre pays. C'est la première thématique. Nous allons parler également des guerres entre enseignants et gouvernement. Ça ne marche pas. Rentrée scolaire, oui, mais les enfants n'étudient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Affaire RAM. Supprimer, garder, améliorer, je ne comprends rien. On en parle toujours et nous allons évoquer deux ou trois autres questions d'actualité toujours qui vont nous arriver bien sûr dans cette émission. Je reçois pour vous Maître Jean-Claude Katende. Il est président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Il semble avoir un avis contraire. En ce qui concerne d'abord la désignation du président de la CENI, Maître Jean-Claude a un schéma. C'est quoi ce schéma? Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de l'Azado plutôt, à nos nombreux téléspectateurs. Nous sommes avec vous aujourd'hui dans cet entretien de 30 minutes, juste pour donner votre point de vue par rapport à l'actualité au pays ces derniers temps. Ça brille là. Nous avons d'abord blocage au niveau de confession religieuse. Pour vous, comment d'abord vous analysez ce qui s'est passé jusqu'à présent et quel est votre schéma? Voilà. Merci pour la question. Comme vous le savez, depuis la débâcle de la candidature de M. Ronsard Malonda, Oui. j'avais proposé, compte tenu des querelles qu'il y avait entre les confessions religieuses, les uns accusant les autres du tribalisme, de la haine, et les autres accusant les uns de corruption, de tentative de menaces, ainsi de suite, nous avons compris que face à ce problème interne aux confessions religieuses, il n'était plus possible d'avoir un consensus ou un vote autour d'un candidat qui serait accepté par toutes les confessions religieuses. C'est pour ça que courageusement, nous avons fait la proposition, comme on était en train de modifier aussi, de réviser la loi organique de la CENI, qu'on puisse décharger les confessions religieuses de la charge de désigner le président de la CENI, qu'on la confie à une autre institution.
Fort malheureusement, nous n'avions pas été entendus et le processus avait repris et les mêmes problèmes sont encore revenus. La CENCO et l'ECC accusent les 6 autres confessions religieuses d'être corrompues, d'avoir choisi le candidat sous menace, sous intimidation. Et les 6 autres confessions religieuses accusent la CENCO et l'ECC d'être pétrés dans les tribalismes et dans la haine. La conséquence aujourd'hui est que les 6 autres avaient choisi le candidat qui est Kadima, qui n'est pas accepté par la CENCO et l'ECC. Et tous les pays dans ce contexte est pris en otage par les choix portés sur M. Kadima, mais aussi par les 6 confessions religieuses. Mais il faut absolument que nous puissions sortir de cette situation. Les 2 confessions religieuses, les catholiques et l'Église du Christ au Congo, ne veulent pas entendre parler de Kadima. Et les 6 autres ne veulent pas qu'on ait un autre candidat à part Kadima. Ce problème fait qu'aujourd'hui, le temps est en train de passer, on ne trouve pas de solution. C'est pour ça qu'au courant de la semaine, nous avons fait une proposition qui a été appuyée par beaucoup de gens. C'est de 1, que M. Kadima accepte de retirer sa candidature parce qu'il vient pour servir le peuple et que le fait de sa candidature, le pays semble bloqué. Est-ce qu'il ne peut pas faire cette concession, retirer sa candidature, donner ainsi la possibilité, n'est-ce pas, de désigner un autre candidat? Ça, c'est le premier point de ma proposition. Je peux poser une question, s'il vous plaît, avant de passer à la deuxième proposition, Président, puisque demander à Kadima de retirer sa candidature n'est pas une discrimination. Puisque Kadima, nous avons l'impression qu'il est victime d'une discrimination, tout simplement. Non, on parle de l'éthique, on parle de ceci, de cela, on ne comprend rien. Non, c'est pour ça que nous disons, c'est vrai que M. Kadima, nous avons vu le communiqué qui a été publié par son équipe, qui démontre qu'il n'est pas impliqué d'une manière ou d'une autre dans les reproches qu'on est en train de faire aux 6 autres confessions religieuses. Mais nous devons savoir que le Congo, l'intérêt du Congo est plus grand que nos intérêts personnels. Il est victime d'une discrimination, nous le comprenons bien, et lui-même, il est revenu là-dessus, mais jusqu'à quand allons-nous accepter que le pays soit bloqué? Et si les élections ne se tiennent pas en 2023 à cause de ce blocage, la conséquence est que le pays risque de sombrer encore dans des difficultés. Pourquoi ne pas comprendre et faire cette concession? C'est pour ça que nous avons dit, nous n'avons pas dit qu'on rejette la candidature de M. Kadima, nous avons dit que lui-même décide de retirer sa candidature. C'est le premier point pour avancer et c'est le premier point de ma proposition. Le deuxième point de ma proposition, c'est que les confessions religieuses, toutes les 8 confessions religieuses, soient déchargées de désigner le candidat ou le président de la CENI. Vous savez pourquoi? Parce que si on a confié cette charge aux confessions religieuses, c'est d'abord parce que les partis politiques, les acteurs politiques, se méfiaient les uns les autres. Et on a estimé que la société civile, particulièrement les confessions religieuses, qui sont dirigées par des personnalités supposées être intègres, être impartiaux. Parce que ça, c'est la première raison pour laquelle on a confié cette charge au père de l'Église. C'est parce qu'on estime que ce sont des gens qui ont à cœur l'intérêt du pays, ce sont les gens intègres, ce sont des gens impartiaux, et donc on peut leur confier
cette tâche. Contrairement au discours que nous entendons, qui dit par exemple que la SENCO et l'ECC, parce qu'ils sont partout en République démocratique du Congo, parce qu'ils représentent une grande partie de chrétiens au pays, c'est pour ça qu'on doit tenir compte de leur... Ça, c'est Abbé Cholé. Qu'on doit tenir compte de leur point de vue. Je dis qu'il faut apprécier à sa juste titre le travail que l'Église catholique a fait dans ce pays durant des années. L'accompagnement sur la question de la démocratie, l'accompagnement social, l'accompagnement scolaire, ce sont des points très importants. Mais on n'a pas confié la tâche de désigner les présidents de la CENI aux confessions religieuses pour ces raisons-là. C'est pour des raisons d'intégrité, pour des raisons d'impartialité qu'on leur a confié cette tâche, parce que les acteurs politiques ont estimé qu'eux, ils peuvent faire le contraire de ce que les hommes politiques font. Mais nous avons constaté malheureusement que les confessions religieuses ne sont pas indemnes. Entre elles, elles s'accusent de corruption, elles s'accusent de trafic d'influence, elles s'accusent de menaces, elles s'accusent de tribalisme, de haine. Ça veut dire que l'essentiel pour lequel on leur avait donné cette mission est en train d'être jeté en pâture. Il n'y a plus d'intégrité, il n'y a plus d'impartialité. En fait, les pères de l'Église se sont comportés comme tous les Congolais. Et la conséquence, pour moi, je dis, il faut qu'on les décharge de cette mission, qu'on confie, et c'est là le troisième point de ma proposition, qu'on désigne une autre institution à qui on va confier cette mission, n'est-ce pas, de désigner le président de la CENI. Ça va encore demander le consensus. C'est quelle institution? Non, on va taxer l'institution d'être inféodée par le pouvoir. Non, je pense que le problème est qu'il faut qu'il y ait de la volonté de bien faire. De permettre à ce que notre pays aille de l'avant. Très bien. Aujourd'hui, si les acteurs politiques sont d'accord, on peut désigner le ministère de l'Intérieur, mais avec une équipe constituée des membres de la société civile, des membres de partis politiques, pour accompagner les ministères, n'est-ce pas, de l'Intérieur dans l'accomplissement de cette tâche. Si on ne veut pas du ministère de l'Intérieur, il y a d'autres corps, notamment les barreaux, n'est-ce pas? Les barreaux des avocats. On peut leur confier cette tâche, mais avec une équipe qui les accompagne pour s'assurer que les barreaux font un travail qui soit intègre, qui soit impartial et qui permet d'aller de l'avant. Je pense que nous devons avoir ces soucis de bien faire, ce souci de permettre à notre pays d'aller de l'avant. C'est dans cette perspective-là que nous avons fait cette proposition et nous pensons que c'est une proposition raisonnable. Aujourd'hui, personne d'entre les deux confessions religieuses et les 6 autres ne veut céder, ne veut faire des concessions, parce que nous sommes dans un bras de fer. Et ce bras de fer va détruire le pays, ne permettra pas qu'on avance. Et c'est pour ça que les gens qui réfléchissent comme nous doivent toujours mettre de nouvelles propositions sur la table pour qu'on avance. Parce que là, les confessions religieuses bloquent les processus. Maître, demander aujourd'hui aux confessions religieuses de ne plus organiser ça, prendre cette tâche et la confier à une autre institution, ne voyez-vous pas que nous allons encore perdre en termes de timing, de temps, puisque là, on a déjà frôlé presque le glissement. Je ne sais pas s'il est déjà là, puisque le glissement se sent déjà. J'ai suivi plusieurs fois Jérôme Bonso, que vous connaissez aussi bien, dire que le glissement est déjà consommé
du fait qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Demandez aujourd'hui à une autre institution d'organiser les élections. Ne voyez-vous pas que ça va encore nous demander du temps, demander aux politiciens de se choisir encore, ils vont encore poser des conditions. C'est compliqué là dans notre pays. Je pense qu'il y a deux choses. Oui. La première chose, c'est que là, nous sommes en train de perdre le temps sans trouver des solutions. Très bien. C'est ça, c'est là où nous sommes. Nous perdons le temps, mais nous ne trouvons pas de solutions. Mais je préfère perdre le temps en trouvant une meilleure solution qui nous permet d'avancer. Raison pour laquelle on appelle à un dialogue. Je n'entre pas dans des querelles des politiciens. Moi, en tant que citoyen, je mets sur la table mes réflexions. Et ces réflexions vont dans le sens que nous puissions trouver une solution, pas une solution qui soit satisfaisante pour les politiciens, mais une solution qui permet au pays d'avancer et d'avoir des bonnes élections. Il ne faut pas que nous, les citoyens, nous puissions accepter que la débâcle de 2018, où les gens se sont attribués le pouvoir, ne puisse revenir en 2023. Il faut que notre pays avance. Donc, je ne souscris à aucun discours politique parce que je ne suis pas politicien. Et la plupart des discours politiques qui sont faits dans notre pays, ce n'est pas dans l'intérêt de la nation, c'est dans l'intérêt des individus. Et moi, je n'ai pas cette intention de m'inscrire derrière un individu. Mon parti politique à moi, c'est le Congo. Et donc, je m'inscris dans la logique de présenter des solutions qui puissent permettre au pays d'avancer. Alors que les politiciens ont tous pour objectif de contrôler le processus électoral pour s'assurer qu'à la fin, X ou Y sera élu. Nous voulons que pour les élections de 2023, que seules les personnes qui seront élues par les Congolais puissent prendre la direction du pays, puissent être dans les institutions qui nécessitent d'être occupées par la voie des élections. Très bien. Comment vous réagissez à la proposition d'Abbé Chollet qui pense que la CENI de Nanga peut continuer ou peut commencer à organiser les élections ou préparer les élections sur le plan technique jusqu'à ce que nous aurons un comité de gestion, bien sûr, élu, légitime pour organiser les élections dans notre pays à la tête de la CENI? Je ne comprends pas cette proposition, d'autant plus que l'équipe de M. Nanga est déjà fin mandat. Ouais. Donc, ils ne peuvent poser que des actes qui s'inscrivent dans le cadre, comment je dirais, dans le cadre de transition pour leur institution, pour leur mandat. Et ce que je ne comprends pas aussi, c'est le fait que nous avions décrié, et nous, et la CENCO, et les autres confessions religieuses, la gestion de M. Nanga. Pourquoi cette personne que nous avions tous décriée, on va lui confier encore la gestion d'une partie du processus pendant ce temps? Alors, si nous voulons faire les choses, soit nous décidons de le faire mal et nous assumons, soit nous décidons de le faire bien pour que le processus soit un processus civilisé, un processus qui répond à un esprit démocratique, un exercice qui permet à ce que le pays avance. Très bien. Passons à un deuxième point. Là, nous quittons affaire CENI pour parler affaire RAM. Affaire RAM, c'est plus d'un Congolais aujourd'hui qui s'est plaint. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette taxe de RAM. À votre niveau, comment vous réagissez? Merci pour la question. Vous savez qu'il y a deux choses que je dois préciser. La première, c'est que l'impôt n'a pas de contrepartie. Quand nous payons l'impôt, nous n'attendons pas qu'en retour, l'État nous donne quelque chose. Mais en tant que citoyens, nous souhaiterions que les impôts que nous payons, l'argent qui en est issu,
puisse servir à la construction du pays. Pas que l'argent serve aux poches de certains individus comme nous les voyons aujourd'hui. Oui. Et je pense que aujourd'hui, le travail que l'IGF est en train de faire, c'est un travail impressionnant pour lequel toute la nation doit être reconnaissant à M. Jules Alinguetti pour le travail qu'il fait, qui permet à ce que l'argent des impôts puisse entrer dans la caisse de l'État et puisse servir à la construction du pays. Deuxième chose, c'est qu'une taxe a toujours une contrepartie, contrairement à l'impôt. Quand je paye une taxe, j'attends un service de l'État. J'attends un service, une contrepartie de l'État. Or, dans le cas du RAM, nous constatons que c'est une taxe pour laquelle celui qui paye n'a pas de contrepartie. Il ne faut pas une contrepartie future, il faut une contrepartie immédiate. Et ça, c'est très important. Mais cette contrepartie n'existe pas. Et comme vous le savez, il faut qu'il y ait une loi. C'est pour ça que nous disons que RAM est une taxe illégale. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que j'ai avec cette taxe, c'est l'opacité qui entoure sa gestion. L'argent généré par le RAM ne passe pas par les régies financières. Voyez-vous? Oui. Ne passe pas par les régies financières. Pour que nous soyons sûrs que cet argent ne profite pas aux individus, que l'argent entre effectivement dans la caisse de l'État. Qui gère l'argent du RAM? Tantôt on dit que c'est le ministre, tantôt on dit que c'est la présidente de la République. Finalement, il y a cette opacité, ce manque de transparence autour de la gestion de cette taxe. Troisième chose, Oui. c'est que aujourd'hui, il y a quand même un désaveu, n'est-ce pas? Oui. Une désapprobation de la part de la majorité des Congolais de cette taxe parce que les gens ne comprennent pas. Au départ, on nous a dit que cette taxe va servir à mettre de l'Internet pour les étudiants et dans les endroits publics. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'une partie de cet argent a été affectée à la gratuité de l'enseignement. Qui décide de tout ça? C'est le Conseil des Parce ministres. que quand vous lisez les procès-verbaux des conseils des ministres, Oui. il n'y a aucune décision relative. Donc, ça veut dire C'est qu'il compliqué, y, là. y a quelques individus Oui. qui se sont mis dans le coin, qui ont dit, comme il y a l'argent du RAM, nous l'affectons, n'est-ce pas, à la gratuité de l'enseignement. Ça s'appelle détournement? L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise. Oui, Parce que une nation ne peut pas avancer sans une éducation de qualité. Oui. L'enseignement doit être au cœur des priorités du gouvernement. Parce que notre pays ne peut pas être compétitif sur tous les domaines si nous n'avons pas des jeunes bien formés dans ces domaines-là et bien pris en charge. Donc, ce n'est pas mauvais, mais c'est la question que nous nous posons. Qui a décidé de l'affectation de l'argent du RAM à la gratuité de l'enseignement? Et comme je le disais, quand vous lisez tous les comptes rendus des conseils des ministres, il n'y a pas une décision relative à ça. Donc, notre argent à nous est géré par quelques personnes qui se mettent ensemble et qui décident, ça on met là-bas, ça on met là-bas. Mais s'ils ont décidé d'affecter une partie de cet argent à la gratuité de l'enseignement, qu'est-ce qui nous dirait qu'ils n'ont pas pris une autre partie affectée à leur poche? Ce n'est pas possible. Parce que Ce n'est on pas ne possible. comprend pas comment ça fonctionne. Oui. Donc, toutes ces raisons mises ensemble, nous disons que cette taxe doit être tout simplement supprimée. Et vous supprimez la taxe, c'est bien. Et l'argent de l'État, des contribuables congolais déjà, je ne vais pas parler de rançonnage, mais je vais parler déjà perçu.
Je pense que le gouvernement devra décider. Il faut que cet argent soit affecté principalement à l'enseignement. Vous avez dit que nous allons parler de l'enseignement. Bien sûr, c'est la Est-ce troisième thématique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ici à Kinshasa, un enseignant du secteur public touche $180 par mois? 180 $. Là, on parle déjà de l'enseignement. 180 $. Si un enseignant touche 180 $ par mois, ça veut dire qu'il ne sait pas payer son loyer, qu'il ne sait pas prendre en charge ses propres enfants qu'il doit scolariser, Oui. et il ne peut pas se prendre en charge lui-même. Parce que 180 $, c'est l'argent que certains d'entre nous dépensent par mois pour assurer les transports. En comparaison avec le régime de Joseph Kabila, l'enseignant touchait combien, puisque vous êtes quand même du domaine? N'oubliez pas que, au-delà de ce que l'État donnait, il y avait la part des parents. Très bien. En sorte qu'il y avait des enseignants qui pouvaient se retrouver avec 500 $ à la fin du mois. Là, c'est du temps de Joseph Kabila. Oui, aujourd'hui, le président Félix et son gouvernement ont pris la bonne décision de rendre gratuit l'enseignement dans les écoles publiques pour une certaine catégorie d'élèves, ce qui est une très bonne chose. Mais le fait de rendre gratuit l'enseignement doit s'accompagner aussi de la prise en charge de l'enseignant, parce que la prise en charge de l'enseignant a pour conséquence de favoriser, n'est-ce pas, la qualité de l'enseignement. Parce que quand quelqu'un est bien payé, il peut préparer ses leçons consciencieusement et il peut donner le meilleur de lui-même à enseigner les enfants des autres. Mais quand vous savez qu'à la fin du mois, vous toucherez 180 $, que vos propres enfants ne sont pas pris en charge conséquemment, on ouvre la voie à la corruption, on ouvre la voie à la médiocrité, on ouvre la voie à la mendicité. Je ne comprends pas pourquoi on doit, dans le budget 2022, ajouter encore de l'argent aux députés nationaux qui toucheront, chacun touchera au moins 10 000 $ par mois, et entre-temps, on n'ajoute pas l'argent aux enseignants. Quelle est la vision que nous avons de l'avenir? Quelle est la vision que nous avons de nos jeunes? Si on doit ajouter de l'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup et dont le travail est tout à fait discutable. Et ça laisse à désirer parfois. Dont l'apport à l'avancement, n'est-ce pas, du pays est tout à fait discutable. Parce que les députés nationaux, pour la plupart, quand ils engagent des débats sur des questions, c'est pour l'intérêt de leur parti politique, de leur regroupement politique, et non pas de la nation. Mais je pense qu'on doit féliciter les députés du FCC et d'autres qui ont pris fait et cause pour les citoyens dans le cadre de la question qui concerne le rap. Très bien, puisque nous parlons déjà de la question liée à l'enseignement. Quelques enseignants, bien sûr, au niveau de l'enseignement primaire, ont grévé, ont manifesté leur ras-le-bol. On a entendu que le ministre de l'EPST aurait désactivé ces derniers de la liste des payes. Comment vous réagissez à ça? Je pense que c'est une mauvaise décision. Une très mauvaise décision. L'État doit considérer que la question de l'enseignement, c'est une question très sensible. Très sensible parce qu'elle touche à la fois à l'avenir du pays, à l'avenir de l'éducation, mais à l'avenir des citoyens, c'est-à-dire à l'avenir des enseignants. Je ne pense pas, du président de la République jusqu'au vice-ministre, il n'y a personne qui accepterait de travailler pendant un mois pour toucher 170 $, par mois. Si eux ne sont pas capables de travailler dans ces conditions-là, pourquoi peuvent-ils penser que les enseignants peuvent accepter ces mauvaises conditions? Que la grève soit légale ou illégale, cela doit pouvoir interpeller l'autorité dans le sens d'améliorer la situation de l'enseignant. Parce qu'en fait,
payer 180 $ à un enseignant à la fin de chaque mois, c'est un suicide. Suicide personnel, mais suicide aussi familial pour ces personnes, en fait, qui forment ceux-là qui vont diriger le pays demain. C'est pour ça que j'estime que la décision du ministre n'est pas une décision que j'appuierai, et c'est en fait des décisions sentimentales. J'ai l'impression que le ministre de l'Enseignement ne fait que prendre des décisions passionnelles, des décisions sentimentales, parce que vous allez vous rappeler la décision qu'il avait prise concernant les enfants qui s'étaient adonnés à des jets d'immoralité. Oui. C'était une décision qui n'était pas réfléchie. Et je constate encore qu'en ce qui concerne la grève des enseignants, le ministre prend encore une décision qui n'est pas bonne, parce que quelqu'un qui est mal payé, c'est quelqu'un qui est sous pression. Très bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait de laisser ses propres enfants affamés, sans manger, alors que vous allez éduquer les enfants des autres. Très bien. Très important. Ah oui, désactiver certaines écoles ou retirer à certaines écoles conventionnelles catholiques l'agrément. Je pense encore que le ministre ne comprend pas le contexte. Ah oui. Je pense que l'État congolais Oui. est incapable aujourd'hui de gérer les écoles. Ok. Ça, c'est clair. Oui. Mais regardez les entreprises de l'État. Canard boité. La SONAS, Oui. la GECAMIN, la NIBA. Ça, c'est quand même des entreprises qui produisent de l'argent. Oui. Sont déjà mal gérées. Maintenant, supposons qu'on prenne ces écoles, qu'on les donne à l'État. Mais ça va être la catastrophe. Oh là, oh là. Ça va être la catastrophe. Je pense que, comme le cardinal l'a dit, il est important que les patrons se mettent à la table avec les travailleurs pour discuter de l'avenir de l'enseignement. Retirer ces écoles aux catholiques, ce n'est pas la solution. Faire partir les enseignants pour les remplacer par de nouvelles unités, ce n'est pas non plus la solution, parce que les nouvelles unités-là, si elles ne sont pas aussi bien payées, la conséquence est qu'une année après, elles feront la même chose que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. La solution est que le ministre doit être humble pour discuter avec les enseignants, montrer les efforts que le gouvernement est en train de faire et définir les prochaines étapes qui vont permettre à ce qu'on améliore les conditions, n'est-ce pas, du travail des professeurs, des enseignants et des professeurs. Dernier mot que vous pouvez placer sur le déguerpissement, bien sûr, de Zoé Kabila. Vous êtes au courant de ça? Non. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ce dernier a été déguerpi de ses bureaux, paraît-il que c'est fait de l'État. Il a fait beaucoup d'années sans payer. Il a été déguerpi. Comment vous réagissez, si vous ne voulez pas réagir à ça, mais comment vous réagissez au comportement de nos politiciens qui spolient souvent les maisons de l'État? Ce sont des mauvais citoyens. C'est tout simplement ça. Et j'appuie l'action menée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat pour récupérer les maisons de l'État. Et ceux qui les ont spoliées ne doivent pas afficher de la résistance. D'abord, quelqu'un qui vole un bien public, c'est un mauvais citoyen. Et je pense même que tous ceux qui ont spolié les biens de l'État devraient être exclus de l'administration. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus travailler durant toute leur vie dans les services publics, à part les privés. On a parlé de 3 points, 3 thématiques dans cette émission, CENI, RAM, éducation. Votre dernier message au gouvernement et au peuple congolais? Mon message au gouvernement et au peuple congolais va dans le sens de dire que nous traversons des moments très difficiles pour notre pays. Ce pays, nous sentons qu'il y a de la volonté dans les chefs du président Tshisekedi de faire changer les choses. Mais il ne va pas le faire tout seul. Nous avons besoin, pour ce faire, de la participation de chacun.
pas pour acclamer tout ce qui est fait, mais pour faire des critiques positives. Quand ça marche, nous avons l'obligation de dire que ça marche. Quand ça ne marche pas, nous avons aussi l'obligation de dire que ça ne marche pas. Et quand nous dirons que ça ne marche pas, il ne faut pas qu'on nous catégorise. Quand ça marche, nous sommes des bons citoyens, et quand ça ne marche pas, nous les disons, nous sommes des mauvais citoyens. Notre préoccupation, qui doit être la préoccupation de tout le monde, c'est de faire en sorte que ce pays avance, et ce pays ne pourra avancer qu'avec les efforts de nous tous, pas des gens qui acclament les jours et la nuit, mais les gens qui réfléchissent, les gens qui apportent leur contribution. Et le devoir de l'État, c'est de rendre compte de ce qu'il fait et de prendre en considération les avis des citoyens. Un État moderne avance comme ça. Et c'est la RDC qui gagne toujours. Chers compatriotes, nous avons besoin de critiques constructives, puisque nous voulons que les choses aillent de l'avant. Merci au président, bien sûr, maître Jean-Claude Katende, et merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC. N'hésitez pas de vous abonner et surtout de partager nos liens. Merci à notre doyen, Guim Selokoum. À très bientôt.